Bonjour. On plonge aujourd'hui dans un document qui vient tout juste de tomber. C'est un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Il est daté de ce 22 janvier 2026. Le contexte, on le connaît un peu, il est assez électrique. Une procédure disciplinaire lancée par la Confédération africaine de football, la CAF, contre le président de la fédération, Samuel Eto'o. Et notre mission aujourd'hui, c'est une demande spéciale pour nos amis de la future chaîne YouTube, la revue du 237. L'idée, c'est de passer ce texte au scanner. On va pas juste le lire, on va vraiment le désosser ensemble, comprendre la mécanique, la stratégie qui se cache derrière chaque mot, chaque virgule. C'est un peu une partie d'échec, quoi. C'est exactement ça. Il faut vraiment voir ce document non pas comme une simple réaction administrative, non, c'est bien plus. C'est le premier coup dans ce qui s'annonce être une vraie bataille de communication. Sous son vernis très formel, très juridique, c'est un acte d'une rare agressivité stratégique en fait. On va voir comment la FECAFOOT, elle tente de retourner la situation en ne jouant pas sur le terrain de la CAF, mais en créant son propre champ de bataille. C'est fascinant comme cas d'école. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première phrase est très sobre, presque endormante, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. La FECAFOOT dit qu'elle prend acte de la réponse de la CAF concernant le délai d'appel. En gros, la CAF confirme que le compteur pour faire appel ne démarrera qu'à partir du moment où les raisons de la sanction, les fameux motifs, seront communiqués. On lit ça et on se dit, ok, une précision technique, rien de bien méchant. Et c'est là que réside toute la première astuce. Ce point de départ, c'est un hameçon. Ah oui, Sur le fond, c'est un principe de droit élémentaire. C'est ce qu'on appelle le droit à un recours effectif. C'est comme si on vous disait, vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes puni avant de contester la punition. c'est la base, quoi. Évidence. De ce point non contestable, pour se donner une image de partie raisonnable, qui ne fait que demander l'application normale des règles. C'est une base très solide pour construire l'attaque qui va suivre. C'est malin. On commence par un terrain d'entente pour mieux mettre en lumière le désaccord qui vient, juste après. Et ce désaccord, il arrive avec un mot charnière. Toutefois. Et là, le ton change du tout au tout. La FECAFOOT se dit étonne du contraste. Le mot contraste, c'est le cœur du réacteur de ce communiqué. Carrément. Ils construisent toute leur argumentation sur une opposition binaire, presque, cinématographique. D'un côté, ce qu'ils appellent la célérité de la sanction, prononcée en moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Oui, on imagine une justice TGV, ultra rapide, presque expéditive. Et de l'autre côté, les délais prolongés, voire indéterminés, pour communiquer les raisons de cette même sanction. Là, c'est l'image d'une administration à l'arrêt, opaque, qui prend son temps. Cette juxtaposition, en termes d'image, elle est dévastatrice. C'est vrai que le choix des mots est chirurgical. Prolongé, ça suggère déjà une anomalie. Mhm. Mais ajouter voire indéterminé, là on bascule dans autre chose. Ça sous-entend qu'il n'y a peut-être aucune garantie que ça pourrait durer éternellement. On quitte le simple retard pour entrer dans le domaine de l'arbitraire. Absolument. Indéterminé, c'est un mot qui fait peur dans un contexte juridique. Il évoque le vide, le flou, l'absence de cadre. En utilisant ce terme, la FECAFOOT insinue que la CAF ne maîtrise pas son propre calendrier. Ou pire, qu'elle le fait exprès pour laisser planer une menace. C'est une accusation extrêmement grave, mais formulée de manière très subtile. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'attaque pas vraiment la sanction elle-même. Du moins, pas à ce stade. Non. On ne sait même pas si elle est juste ou injuste. Tout le débat porte sur la procédure. Et c'est précisément ça, le coup de génie tactique de ce communiqué. Il déplace le combat. Ah, d'accord. Quand on ne peut pas gagner sur le fond, ou qu'il est trop tôt pour le faire, on attaque sur la forme. Au lieu de se lancer dans un plaidoyer, Samuel Eto'o est innocent, qui serait leur parole contre celle de la CAF, ils choisissent un angle beaucoup plus malin. Le procès est inéquitable. C'est une stratégie de guérilla juridique. Il ne s'attaque pas au tank de front. Il mine la route sur laquelle il avance. Et c'est beaucoup plus difficile à contrer pour la CAF, j'imagine. Ah bah oui, parce que ça remet en cause son impartialité même, son rôle d'arbitre. Et pour rendre cette attaque encore plus percutante, il la personnalise. Le texte précise bien que cette situation affecte la réputation et l'honneur du président. On n'est plus dans un dossier administratif fédé contre confédération, on parle d'un homme et pas n'importe lequel. En effet, en invoquant l'honneur et la réputation, ils humanisent le conflit. On ne parle plus d'une entité morale, la FECAFOOT, mais d'une icône mondiale du football. Samuel Eto'o, ce n'est pas un simple dirigeant sportif. Non, c'est une légende. C'est une marque, une légende. Toucher à son honneur,
c'est créer une onde de choc qui dépasse largement le microcosme du football africain. Ça permet de mobiliser l'opinion publique, les fans, les médias. Des gens qui seront beaucoup plus sensibles à l'injustice faite à une personne qu'à une simple querelle de procédure entre deux institutions. D'accord, donc il dénonce une injustice sur le moment avec des mots très forts, mais franchement, une administration qui prend son temps pour rédiger des motifs, ce n'est pas si rare. Non, c'est vrai. On a tous connu ça. Est-ce que cet argument du retard à lui seul est vraiment si puissant? Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Un seul retard, ça peut être une erreur, un oubli, un dossier complexe. C'est pour ça que la FECAFOOT ne s'arrête pas là. Ils sortent une deuxième cartouche, peut-être la plus importante. Laquelle? Ils affirment que ce n'est pas un accident. La phrase est sans ambiguïté. Ce décalage ne constitue pas un acte isolé. Ils vont chercher dans le passé pour prouver qu'il s'agit d'une méthode. C'est là qu'ils mentionnent un précédent dossier disciplinaire. Oui, et ils ne sont pas vagues. Ils donnent un chiffre, un détail qui tue, plus de 9 mois. 9 mois? Plus de 9 mois pour obtenir les motifs, la décision, puis une date d'audience. En donnant ce chiffre, ils ancrent leur accusation dans le concret. 9 mois, ça parle à tout le monde. C'est une durée tangible, presque absurde. 9 mois. C'est le temps d'une grossesse. C'est ça. C'est une image incroyablement forte pour symboliser une justice qui peine à accoucher de ses décisions. C'est presque poétique dans sa brutalité. Cette analogie est parfaite. Et c'est exactement l'effet recherché. En connectant ce précédent à la situation actuelle, la FECAFOOT dessine un schéma. Et il dit, regardez, ce n'est pas une maladresse, c'est un modus operandi. C'est un mode opératoire. Le message envoyé à tous ceux qui lisent ce communiqué, y compris les autres fédérations, est le suivant. Ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est la manifestation d'un problème systémique au sein de la CAF, et ça pourrait vous arriver demain. C'est la construction d'un narratif complet où la FECAFOOT n'est plus juste une partie dans un litige, mais la victime récurrente d'un système qui dysfonctionne. Exactement. L'argument du précédent sert à dire « nous ne sommes pas paranoïaques, nous sommes juste habitués à la lenteur administrative de la CAF ». Et en faisant ça, ils cherchent à isoler la CAF. Un seul incident, c'est indifférent entre deux parties. Mais un schéma répétitif, ça devient un problème CAF, qui pourrait concerner tout le monde. Ils transforment leur cas personnel en une cause d'intérêt général pour la bonne gouvernance du football africain. C'est une montée en puissance très très habile. Ce qui nous amène logiquement à la fin du communiqué. Après avoir posé le problème, souligné le contraste et prouvé la récidive, comment est-ce qu'il conclut? C'est souvent là que se cache la véritable intention. Le dernier paragraphe est un petit bijou de communication stratégique. Il faut le lire à plusieurs niveaux. D'accord. D'abord, il y a la prise de hauteur morale. La FECAFOOT se pose en gardienne du temple. Elle réaffirme son attachement à une procédure équitable, au respect des délais raisonnables et à l'effectivité des voies de recours. Ce sont des grands principes. Ce sont des principes universels du droit. Elle ne défend plus seulement Samuel Eto'o, elle défend la justice avec un grand J. C'est une posture qui la rend difficilement attaquable sur le plan des valeurs. Ensuite, il y a cette phrase, très courte, « Elle restera vigilante ». Ça sonne presque comme une menace voilée, non? Ah oui, complètement. On n'est plus dans le registre de la simple observation. C'est bien plus qu'une posture passive. C'est une menace sous cloche diplomatique. C'est le on vous a à l'œil le plus poli que vous lirez jamais. J'aime bien la formule. Vigilante, ça implique une surveillance active, permanente. Ça veut dire qu'ils vont éplucher chaque document, chronométrer chaque délai et que la prochaine erreur, le moindre écart, sera immédiatement rendue publique et exploitée. C'est un avertissement. Un avertissement très clair envoyé à la FIFA. La partie de cache-cache est terminée. Et le coup final, c'est l'élargissement de l'enjeu. Ils ne parlent plus seulement de leur cas, ni même des principes généraux. Là, ils changent complètement de dimension. Totalement, c'est le bouquet final. C'est ce que j'appellerais le coup de poker ou le coup de génie. L'avenir nous le dira. Il conclut en disant que cette vigilance concerne la crédibilité de la gouvernance sportive sur le continent et dans le monde. Et ça, c'est une phrase qui pèse des tonnes. Ah oui, sur le continent et dans le monde. D'un coup, il ne parle plus à la CAF. Il parle par-dessus l'épaule de la CAF. À qui est-ce qu'il s'adresse alors? À la FIFA, aux sponsors. À tout le monde? À la FIFA, bien sûr, en leur disant « Regardez ce qui se passe dans l'une de vos confédérations majeures », au tribunal arbitral du sport, en préparant le terrain pour un futur appel, aux autres fédérations africaines, en les invitant à se questionner sur les pratiques de l'instance qui les dirige, et même aux sponsors et aux médias internationaux. Le message est clair. Le message implicite, c'est
Le problème de la FECAFOOT est en réalité un problème pour la réputation de tout le football africain. C'est incroyablement audacieux. Ça met une pression énorme sur le président de la CAF. Le voilà qui ne doit plus simplement gérer un dossier disciplinaire, mais une potentielle crise de réputation à l'échelle mondiale. Exactement. Imaginez être à sa place. Comment répondre à ça? Ils sont dans une position très délicate. Mhm. S'ils accélèrent soudainement la procédure pour donner les motifs, ils donnent raison à la FECAFOOT sur le fait qu'ils traînaient les pieds. S'ils ne font rien, ils nourrissent le narratif de l'injustice et de l'opacité. La seule porte de sortie serait une communication tout aussi habile. Mais le mal est fait, le doute est instillé. Donc si on devait résumer la stratégie pour l'analyse de la revue du 237, on pourrait dire que c'est une manœuvre en trois temps. D'abord, utiliser un prétexte technique pour s'installer dans une position de victime raisonnable. Ensuite, construire une accusation d'injustice, non pas sur le fond, mais sur la forme, en exploitant un contraste de temporalité et en prouvant la récidive. Transformer l'incident en problème systémique. Et enfin, faire exploser le cadre du conflit bilatéral en le portant sur la scène internationale pour mettre une pression maximale sur l'adversaire et rallier des alliés. C'est ça. Le tout avec un ton qui reste en apparence très formel, mais dont chaque mot est une bandérie plantée avec précision. C'est de l'escrime diplomatique. C'est la définition même de la main de fer dans un gant de velours. La forme est irréprochable, mais le fond est une déclaration de guerre procédurale et médiatique. Ce communiqué n'est pas une fin en soi, c'est clairement une ouverture. Il prépare le terrain pour les batailles à venir, qu'elles soient juridiques devant le TAS ou politiques dans les couloirs de la CAF et de la FIFA. Ce qui laisse une question en suspens pour la suite. Oui, et c'est la pensée finale qu'on pouvait proposer. Au-delà du cas Eto'o, ce communiqué soulève une question beaucoup plus fondamentale sur l'équilibre des pouvoirs dans le football. Laquelle? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau type de contre-pouvoir, où les grandes fédérations nationales, souvent menées par des figures iconiques et médiatiques, n'hésitent plus à défier publiquement, et avec des stratégies très sophistiquées, l'autorité de l'instance continentale? Et si cette tendance se confirme, est-ce que le système de gouvernance actuel, très vertical, peut y survivre? Ce n'est peut-être pas seulement le procès de Samuel Eto'o qui a commencé, c'est peut-être aussi celui de la gouvernance du football africain. Le match ne fait que commencer.